Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant un peu de la polarisation circulaire. Alors, nous l'avons dit, lorsque l'on additionne les composantes X et Y, donc les polarisations linéaires le long des directions X et Y avec un déphasage de 90 degrés, on obtient une polarisation circulaire. En somme, avec le déphasage, lorsque la composante X est maximale, la composante Y est minimale. La somme donne donc un champ électrique orienté comme ceci. Au bout d'une fraction de seconde, c'est la composante X qui diminue, la composante Y augmente, et la somme donne un champ électrique orienté verticalement. Et donc, on a une rotation du champ électrique au cours du temps qui tourne le long de la direction de propagation, traçant une hélice, en quelque sorte. Alors, selon le déphasage, plus ou moins 90 degrés, on a ce qu'on appelle une polarisation circulaire droite ou une polarisation circulaire gauche. Donc, en fait, c'est le sens de l'hélice droite ou gauche, comme pour une vis, par exemple. Et le déphasage peut même être différent de 90 degrés. S'il est différent de 90 degrés, la polarisation n'est plus tout à fait circulaire, on dit qu'elle est elliptique. Et donc on peut dire que c'est une somme avec une partie linéaire et une partie circulaire. Donc c'est quelque chose d'intermédiaire. Alors, pour la polarisation circulaire, on va dire la polarisation circulaire droite, on a un état quantique R, et pour la polarisation circulaire gauche, L. À quoi ça correspond? Eh bien, puisque c'est circulaire, il n'y a pas d'orientation privilégiée. Le photon a autant de chances d'être découvert dans la direction polarisée direction X que polarisée direction XY. Donc, les amplitudes correspondantes pour X et pour Y doivent être identiques. De plus, on a dit qu'on avait une somme avec un déphasage de 90 degrés, et un déphasage de 90 degrés, en mécanique quantique, ça revient à une phase égale à I, nombre imaginaire. 180 degrés, c'est moins 1, et 360 degrés, on revient bien sûr à l'unité. Donc, on peut en déduire que l'état R doit être d'une somme de X plus I fois Y. Avec en fait 1 sur racine de 2 pour normaliser les états. Et l'état L, c'est moins 1 sur racine de 2, le signe moins ici est conventionnel, X moins I, Y, c'est-à-dire un déphasage de moins 90 degrés. On peut vérifier facilement que l'amplitude RR, en utilisant les états XY, est égale à 1, de même que LL, et que RL égale 0. Donc en somme, les états R et L constituent une base d'état tout à fait valable, autant que X et Y. On peut aussi inverser la relation et retrouver l'état X égale 1 sur racine de 2 R plus L, et l'état Y égale moins 1 sur racine de 2 R moins L. Alors, notons que la base RL est assez agréable parce qu'elle est indépendante des directions X et Y, puisque c'est circulaire. Donc, on peut ainsi définir les états RL indépendamment des axes X et Y.
ce qui est toujours plus facile, plus agréable, ça complique un peu moins les choses. Mais nous avons quand même quelque chose de curieux. Les polarisations circulaires n'ont donc rien à voir avec les directions X et Y, c'est circulaire. Alors, comment retrouve-t-on les orientations X, Y dans ce cas-là? Comment se fait-il qu'en faisant les sommes et les soustractions, on retrouve ces directions X et Y, alors que les états R et L sont en principe indépendants des directions X et Y, et donc par quel miracle cette somme donne-t-elle les directions d'origine? Pour le voir, on peut prendre deux autres directions. X' et Y'. Comme nous avions vu précédemment, avec un décalage de θ. Entre X et X', il y a une rotation de θ dans le plan perpendiculaire à la propagation du photon. Et on peut définir un état R' égale, comme ici, 1 sur racine de 2, X' plus Y'. Donc on définit un état analogue à la polarisation circulaire droite, mais en partant de deux axes différents. Quel est le rapport entre R et R'? Mais on connaît la relation entre X et X', voir la vidéo précédente, et quelques calculs montrent alors que R' est égal à R fois E exposant Iθ, moins Iθ, pardon. Donc, les deux états diffèrent simplement par la phase. Puisqu'en fait, c'est une rotation circulaire, mais ça tourne au cours du temps. Donc, ça peut être plus ou moins déphasé. Comme le fait de régler midi ou à minuit ou à toute autre heure. Donc, R et R' tournent dans le même sens, de manière circulaire, mais avec un décalage, un déphasage de θ entre les deux. On trouve de même que L' est égal à L fois E exposant Iθ. Cette fois-ci, le signe plus est correct. C'est l'inverse. Le déphasage est dans l'autre sens. Donc les deux ne varient pas de la même manière, leur phase ne varie pas de la même manière avec l'angle entre X et X'. Et on voit que ce n'est que lorsque θ est égal à 0, que tous les facteurs ici vont être égaux à 1, et qu'on va avoir coïncidence des deux, et l'angle θ égale 0 correspond à X. Avec le décalage de θ, la coïncidence ici, la somme, conduit à X'. Donc on peut vraiment dire que R et L ne dépendent pas des directions X et Y, mais ils ont une phase, et leur phase encode la direction d'origine qui est utilisée à définir ces états. Et en fonction de ces directions d'origine, on a un décalage de phase pour les états R et L. Voilà pour la polarisation circulaire. Je ne voulais pas faire trop long, parce que dans la prochaine vidéo, nous allons parler du moment cinétique du photon, où intervient fortement la notion de polarisation circulaire. Je vous remercie.